Bonjour. Alors les amis, on continue la semaine avec une vidéo par jour jusqu'à vendredi inclus, et après vous aurez une vidéo dimanche et mercredi et ainsi de suite. Alors aujourd'hui les amis, on va partir, ça fait un petit moment, dans l'espace et je vais vous lire les nouvelles du ciel. Alors, premier article qui date du 23 janvier, donc récent. Ah, on a le retour de la tourterelle. Cette découverte pourrait enfin expliquer la naissance des trous noirs géants. Bon, mon frigo vient de se mettre en route, donc je vous retrouve dans quelques secondes immédiatement. Je vais aller l'éteindre. Et voilà qui est fait les amis. C'est bon, avec mon petit pense-bête. Pour que je me rappelle qu'il faut que je le rallume quand j'ai fini de tourner. Alors, on reprend. Cette découverte pourrait enfin expliquer la naissance des trous noirs géants. Ils contiennent Pardon. Petit chat dans la gorge. Ils contiennent entre 1 million et plusieurs milliards de masses solaires. Les trous noirs supermassifs sont des enfants de la physique d'Einstein, mais depuis des décennies, on a bien du mal à dire comment ils sont nés, et plus encore en raison des dernières observations du James Webb. Des théories sur ce sujet ont été proposées et plusieurs travaux ont été menés pour tenter de répondre à cette énigme. Le dernier en date vient d'être publié dans la prestigieuse revue Nature Astronomy. Il y a un peu plus de 50 ans, pendant ce que certains appellent l'âge d'or du développement des théories des trous noirs, c'est-à-dire en gros pendant la période qui s'étend depuis la découverte en 1963 par Royker de sa solution décrivant un trou noir en rotation, jusqu'à la découverte par Stephen Hawking de l'évaporation des trous noirs en 1973. Plusieurs observations avaient déjà conduit les astrophysiciens à postuler l'existence au cœur des grandes galaxies de trous noirs supermassifs. Les observations faites par le télescope Hubble puis le James Webb, avec notamment celle des petits points rouges, n'ont cessé de faire reculer dans le passé la date de l'existence de ces astres compacts, pouvant contenir entre 1 million et plus d'une dizaine de milliards de masses solaires. À répétition, elles ont rendu les astrophysiciens perplexes quant à savoir comment de tels behémoths ont pu se former si vite dans le cosmos observable. Bien sûr, il était certain qu'ils pouvaient croître en accrétant d'importantes quantités de gaz ou par fusion successive. À l'occasion
l'occasion des collisions de galaxies révélées par Hubble. Mais les taux de croissance fournis par les théories au sujet de ces processus étaient toujours plus ou moins problématiques. Et de toute façon, il fallait postuler l'existence précoce de graines de trous noirs supermassifs. Là aussi, on butait sur une énigme. Une croissance incroyablement rapide des trous noirs. Dans un communiqué du département de physique de l'université du Missouri, l'astrophysicien John Regan et ses collègues, dont Daxel Mehta, doctorant au département de physique de l'université du Missouri, font savoir qu'ils pensent avoir significativement avancé sur le chemin de la résolution de ces énigmes de la physique des trous noirs géants. Tous les détails sont dans un article publié dont une version en accès libre se trouve sur Arxiv. Toujours est-il que dans le communiqué de la MU, Daxel Mehta explique: nous avons découvert que les conditions chaotiques qui régnaient dans l'univers primordial ont poussé les premiers trous noirs plus petits à se transformer en trous noirs supermassifs à la suite d'une frénésie alimentaire qui a englouti toute la matière environnante. Grâce à des simulations informatiques de pointe, nous avons révélé que la première génération de trous noirs, ce n'est quelques centaines de millions d'années seulement après le Big Bang, a connu une croissance incroyablement rapide, atteignant des masses des dizaines de milliers de fois supérieures à celles de notre Soleil. On pensait auparavant que ces minuscules trous noirs étaient trop petits pour devenir les trous noirs gigantesques observés au centre des premières galaxies. Ce que nous avons démontré ici, c'est que ces trous noirs primitifs, bien que petits, sont capables de croître à une vitesse spectaculaire dans des conditions optimales. Au début étaient les étoiles supermassives. Pour comprendre de quoi il retourne, il faut commencer par savoir que le scénario aujourd'hui, conforté par l'équipe de chercheurs, est celui où tout commence par la naissance d'étoiles supermassives. Qu'est-ce que c'est que ce verbe? Avant d'examiner ce point plus en détail, que pour d'autres tout commence avec des trous noirs primordiaux, c'est-à-dire des trous noirs formés par l'effondrement gravitationnel précoce pendant le Big Bang de régions où les fluctuations de densité de la matière étaient suffisantes pour produire directement des trous noirs de masse différentes selon un large spectre, dépendant de la physique à l'œuvre à ce moment-là. Il est plus facile et moins coûteux en hypothèse de prédire l'existence précoce après le Big Bang d'étoiles supermassives contenant de quelques centaines à quelques dizaines de milliers de masses solaires. Elles sont nécessairement très instables à cause de la relativité générale d'Einstein, comme l'ont montré Chandrasekhar et Richard Feynman au début des années 1960, et doivent s'effondrer gravitationnellement en donnant des trous noirs géants qui pourraient être les germes des trous noirs supermassifs. De tels objets pourraient ensuite avaler massivement du gaz, notamment via les fameux courants froids. Le saviez-vous? L'histoire des étoiles supermassives est intéressante et la saga théorique à leur sujet continue depuis le début des années 1960, quand elles ont été postulées en 1963 par Fred Hoyle et William Fowler, bien connus déjà pour leurs travaux avec les
sur la nucléosynthèse stellaire. Il s'agissait pour les deux hommes d'expliquer les observations étonnantes concernant les quasars qui venaient tout juste de faire leur apparition en astrophysique. La luminosité intrinsèque de ces objets semblait difficile à admettre étant donné leur décalage spectral vers le rouge qui indiquait qu'ils étaient très lointains. Des quantités prodigieuses d'énergie devaient être libérées chaque seconde et il n'était pas possible d'en rendre compte à partir de réactions de fusion thermonucléaire. Il était alors plus confortable intellectuellement de supposer l'existence d'étoiles géantes proches de la Voie lactée, voire dans notre galaxie, mais avec un champ de gravitation si élevé qu'il produisait l'important décalage spectral vers le rouge observé. Un effet prédit par Einstein dans le cadre de sa théorie de la relativité générale. Cette hypothèse aida d'ailleurs à la création de l'astrophysique relativiste, car de telles étoiles devaient nécessairement être soumises à des effets non négligeables de la physique d'Einstein concernant le champ de gravitation. Dans ce cadre relativiste qui remonte au début des années 1960 avec les travaux de Hoyle, Chandrasekhar, Salpeter et Seldovich, pour ne citer que, les investigations se sont poursuivies en supposant ensuite dès 1964 que les quasars étaient bien des objets très lointains mais plutôt des trous noirs supermassifs en rotation. L'existence de trous noirs géants de quelques centaines à quelques dizaines de milliers de masses solaires provenant de l'effondrement des étoiles supermassives était admise. Restait tout de même à expliquer comment ils avaient pu croître si vite au point d'être déjà encore bien plus massifs, quelques centaines de millions d'années après le Big Bang seulement. Une accrétion de type Super Eddington. Dans les travaux présentés aujourd'hui, les chercheurs montrent donc le processus d'accrétion dit de Super Eddington devait opérer, mais qu'étant donné les conditions régnantes dans le jeune cosmos, ce type d'accrétion pouvait bel et bien résoudre l'énigme de la croissance rapide de trous noirs géants. C'est ce qu'ils ont constaté avec des simulations numériques tenant compte de ces conditions appelées SIDS. Pour comprendre de quoi il retourne avec l'accrétion Super Eddington, commençons par expliquer que la chute de la matière sur un astre, en particulier lorsqu'il est compact, comme les trous noirs, les étoiles à neutrons et les naines blanches, est un mécanisme particulièrement efficace pour produire du rayonnement. Dans le cas des deux premiers, l'énergie gravitationnelle libérée par l'accrétion d'une masse d'hydrogène donnée est plusieurs dizaines de fois plus importante que celle qui serait associée à sa conversion en hélium par fusion au cœur des étoiles. On sait depuis longtemps que l'accrétion de matière est un bon moyen pour expliquer l'existence de sources particulièrement lumineuses dans le domaine des rayons X. On peut d'ailleurs détecter des trous noirs de cette façon lorsqu'ils sont en train d'avaler la matière provenant d'une étoile compagne dans un système binaire. Les premiers travaux sur l'accrétion de gaz par un astre sont ceux de Hoyle et Littleton en 1939, puis de Hoyle et Bondi en 1944. Salpeter a étudié cette question dans le cas des trous noirs en 1964, mais il a fallu attendre 1969 pour qu'un premier modèle de disque d'accrétion soit construit autour d'un tel objet par Lyndall Bell. Novikov, Page et Thorne ont ensuite construit des modèles plus précis dans le cadre de la relativité générale en 1973-1974. En 1921,
le grand astrophysicien Arthur Eddington a découvert qu'il existait une limite maximale à la luminosité d'une étoile de masse donnée. Cette limite porte aujourd'hui son nom. L'existence d'une telle loi n'est pas difficile à comprendre. Le rayonnement exerce une pression et si cette pression est suffisamment importante, elle peut contrecarrer l'effondrement gravitationnel de la matière. C'est précisément ce qui se passe avec les étoiles lorsqu'elles sont stables. Mais si le rayonnement est trop intense, il peut vaincre la force d'attraction et souffler l'étoile. On peut trouver une limite d'Eddington par la luminosité d'un astre en train d'accréter de la matière. Cette limite est d'autant plus importante que la masse de l'objet accrétant est élevée. La limite d'accrétion d'Eddington concerne initialement le cas où l'effondrement de la matière vers l'astre central est à symétrie sphérique. Lorsque l'accrétion suit un disque autour d'un trou noir et n'est donc plus la même selon les directions de l'espace, il peut se produire une accrétion supercritique, générant une luminosité qualifiée de super Eddington. La théorie de cette accrétion exotique a été établie dans les années 1980 par des chercheurs polonais et français comme Abramowicz et Lazota. Ensuite, ils sont tous très longs les articles. Voilà. Et si tout venait d'un second Big Bang, une théorie sidérante pour expliquer la matière noire. Le rayonnement fossile prouve que le Big Bang, quelques secondes après son début, avait produit un plasma incroyablement chaud de protons, neutrons et photons, sans oublier des électrons et des neutrinos. Le modèle cosmologique standard repose aussi sur l'hypothèse que ce plasma contenait des particules de matière noire dont la densité surpassait celle de la matière ordinaire. Et si ce dernier point n'était pas vrai et que la matière noire avait été créée lors d'un second Big Bang, mais noir celui-là, des mois après la fin du Big Bang ordinaire des années 1970 sans matière noire exotique. C'est ce que plusieurs équipes de physiciens cherchent à savoir depuis quelque temps. Depuis quelques années, les astrophysiciens des particules développent une idée originale, celle d'un Big Bang noir. Le concept a notamment été proposé et étudié par Catherine Fries, bien connue pour ses travaux sur les étoiles noires, et Martin Winkler, avec un article que l'on peut consulter en accès libre sur Arxiv, et plus récemment par Cosmic Illy et Richard Cazet. Tout le monde sait aujourd'hui que le modèle cosmologique standard qui explique l'existence des galaxies et certaines caractéristiques du rayonnement fossile repose sur l'existence d'une composante inconnue de masse dominant celle des noyaux d'atomes, bien connue sur Terre mais à l'échelle des galaxies et des amas de galaxies. Cette composante inconnue serait constituée de particules de matière ne pouvant pas ou très peu émettre de lumière et que l'on appelle pour cette raison des particules de matière noire. Elles seraient sensibles à la gravitation mais pas aux forces nucléaires et peut-être à de nouvelles forces encore inconnues entre ces mêmes particules de matière noire. L'inflation et la création de la matière. Le modèle cosmologique standard suppose que la matière noire existait déjà pendant la première seconde du Big Bang et le
scénario le plus favorisé actuellement au-delà du modèle standard, fait intervenir une phase dite d'inflation causée par un nouveau champ, probablement cousin du boson de Brute-Henger. X est appelé inflaton. Dans ce scénario, le cosmos observable aurait subi une phase exponentiellement accélérée et très importante, bien que transitoire, de l'expansion de l'espace au tout début du Big Bang. À la fin de cette phase, même si l'univers observable était rempli de particules juste avant, l'effet de dilution de l'expansion l'aurait laissé quasi vide et froid. Un processus dit de réchauffement se serait ensuite produit selon les théories inflationnaires proposées, remplissant à nouveau le cosmos de particules, en l'occurrence un bain de quarks, de leptons, de photons, de gluons et de bosons W et Z, ainsi bien sûr que de leurs antiparticules et des particules de matière noire. Mais selon le nouveau scénario proposé par Catherine Fries et Martin Winkler, les particules de matière noire auraient été produites bien plus tard. Des mois après la nucléosynthèse primordiale des 3 premières minutes de l'univers, selon le titre du célèbre ouvrage de Steven Weinberg. Bien qu'elle domine depuis en masse les autres particules et sans produire de photons ordinaires comme celui que l'on trouve dans le rayonnement fossile, mais peut-être un rayonnement de photons noirs n'interagissant pas avec la matière normale. Il aurait donc eu un second Big Bang, un Big Bang noir. Des ondes gravitationnelles causées par des collisions de bulles de vrai vide. Remarquablement, ce Big Bang noir produirait des ondes gravitationnelles similaires à celles que l'on pense avoir été générées bien après la phase d'inflation, mais avant la première seconde du Big Bang, par la transition de phase électrofaible associée au boson de Brute-Henger X, qui a donné des masses aux quarks, leptons et bosons W et Z du modèle standard de la physique des hautes énergies. Le vide quantique était peu avant cette transition l'équivalent d'un liquide à l'état gazeux qui va se condenser en gouttes entrant en collision et générant des ondes gravitationnelles. Selon les chercheurs, l'équivalent de cette transition avec un champ scalaire responsable de la création de matière noire au moment du Big Bang noir aurait produit des ondes gravitationnelles que des upgrades de la méthode de détection de la collaboration de l'International Pulsar Timing Array pourraient mettre en évidence dans un avenir proche. Le lecteur un peu perspicace se sera peut-être posé la question suivante. Le schéma ci-dessus explique qu'aussi bien au moment de l'inflation que pendant la transition électrofaible ou celle du Big Bang noir, on a un champ scalaire de valeur nulle, mais avec tout de même paradoxalement une densité d'énergie non nulle qui le devient. Alors que le champ scalaire devient non nul, mais où est donc passée l'énergie du vide quantique précédente ? Il se trouve que la théorie postule que dans les équations, les champs de matière et des forces électrofaibles sont couplés aux champs scalaires, responsables d'une phase d'inflation, un peu comme le serait une bille au bout d'un ressort dans l'air. Lorsque le champ scalaire transite d'un état de faux vide à un état de vrai vide, il ne s'immobilise pas tout de suite au fond de la vallée d'énergie du potentiel du champ scalaire, mais oscille. Ce faisant, son couplage avec les autres champs est responsable d'un effet de frottement analogue et à celui de la bille précédente qui en oscillant perdrait son énergie à cause de la force de frottement en la donnant à l'air qui s'échaufferait.
C'est exactement le processus analogue qui aurait été responsable de la création des particules de matière ordinaire et de matière noire, dans le scénario classique du Big Bang avec inflation, ou celui avec un Big Bang noir, un Dark Big Bang en anglais. Les amis, j'espère que vous dormez parce que je n'ai pas compris grand chose de ce que j'ai lu. En tout cas, vous, si vous avez compris, c'est l'essentiel. Mais l'essentiel, c'est que vous soyez endormi ou détendu, relaxé, sans forcément comprendre tout ce que je viens de vous dire. Les amis, donc je vous laisse ici. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo ASMR un peu plus... Bon, il est temps que je coupe. Avec une vidéo un peu plus compréhensible. Je vous laisse ici parce qu'il y a le chien qui aboie. Ça faisait longtemps. Je vous fais de très gros bisous et désolé pour le chien. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous, soyez heureux. En tout cas, moi je vous souhaite tout le bonheur du monde. Des bisous.